Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on se retrouve comme chaque mercredi désormais, vous allez prendre l'habitude, on se retrouve pour 1 heure grosso modo d'émission Cœur de patrimoine, émission hebdomadaire qui va balayer le plus largement possible l'ensemble des thématiques qui peuvent vous concerner en termes de gestion de patrimoine. C'est donc parti pour cette 2e de Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et c'est parti donc avec Stéphane Van Nuffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Cédric. Pour Net Investissement. Alors on va essayer d'être ensemble très pédago. C'est aussi un des engagements de Cœur de patrimoine. C'est d'apprendre aussi aux uns, aux unes et aux autres comment aborder cette question du patrimoine et de la gestion de patrimoine. Déjà, bêtement, j'ai envie de dire, qu'est-ce que le patrimoine ? Qu'est-ce qu'un patrimoine ? Le patrimoine, alors sans rentrer dans l'historique, etc., mais la notion de patrimoine, c'est ça qui est important, c'est pour ça que c'est bien d'en parler, Cédric, c'est que les Français ont l'impression que le patrimoine, tout de suite, ça fait référence à des montants importants, on a l'impression d'être quelqu'un de riche, d'être un possédant, alors que le patrimoine, en fait, c'est tout ce que l'on possède finalement. Ça va finalement de notre compte bancaire simple à nos biens immobiliers, à nos plans retraite. Donc en fait, le patrimoine, et c'est bien que vous en parliez, c'est pour ça qu'il faut faire de la pédagogie, ça touche tous les Français. Des Français qui ont finalement l'impression de ne pas être éligibles, finalement. Ils ont juste l'impression d'avoir des économies et en fait, ils doivent déjà se dire qu'ils ont juste le droit d'être clients de la banque, comme à d'autres qui pensent avoir tellement qu'ils ne sont plus du tout dans cette cible. Alors qu'en fait, le patrimoine, globalement, moi, je prêche vraiment pour qu'on parte du principe que c'est démocratisé et que tout le monde a le droit ou que tout le monde doit finalement s'intéresser à son patrimoine. Et alors, quand est-ce qu'on commence, du coup, à s'y intéresser ? Dès qu'on a quelques euros, quelques centaines d'euros, on va dire, sur un livret A, sur un livret bancaire, sur son compte courant Alors d'abord, évidemment, on peut s'intéresser au patrimoine même quand on n'a pas forcément encore d'épargne à placer, Cédric, parce que l'idée, finalement, c'est, et moi je le regrette, dans nos études, et c'est pas si loin que ça, pour vous et moi, n'est-ce pas, on n'a aucune notion. On fait un peu d'économie quand on est au lycée, selon les voies qu'on suit. On parle jamais ni d'épargne, ni d'investissement, ni d'immobilier, ni de patrimoine. Non. Donc en fait, de la théorie économique, on en fait, mais de la pratique financière, c'est-à-dire le quotidien, comment on gère un compte en banque, etc. On le fait pas. Donc j'ai envie de dire à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, il faut s'y intéresser depuis l'âge où on commence à raisonner un budget, on commence à raisonner un projet qui va demander de l'épargne financière pour les vacances, les études. Un peu d'argent de poche. Il faut s'ouvrir, il faut ouvrir, si je peux m'exprimer ainsi, il faut ouvrir chez Sacra, évidemment. Après, à chaque fois qu'on va avoir une étape de vie et que on va avoir un salaire, un revenu, un héritage, etc., forcément, on va s'y intéresser de façon un peu plus détaillée et un peu plus en profondeur, parce qu'on va avoir des besoins qui sont eux-mêmes demandeurs de plus de détails. Et comment on l'aborde, cette question ? On se documente, on écoute Radio Patrimoine, on consulte Net Investissement. Voilà. Alors, c'est bien que vous commenciez par dire on écoute Radio Patrimoine, ça va de soi. Évidemment, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je fais partie des acteurs qui, il y a une quinzaine d'années, s'est digitalisé énormément, a voulu apporter la digitalisation. Donc aujourd'hui, pour toutes les générations, vous trouvez toutes les réponses à toutes vos questions, évidemment sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux. YouTube est devenu quand même un élément hyper important et il y a des chaînes qui se spécialisent comme Radio Patrimoine. Donc si on peut écouter régulièrement, peut-être pas tout le temps, quand on a 25 ans, on a peut-être autre chose à faire, mais de temps en temps, d'écouter en fait finalement qu'est-ce qu'il va y avoir comme au menu finalement du sujet de votre émission pour voir si ça nous concerne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut imaginer juste un parcours d'épargnant, Cédric. Et finalement, au départ, tout ce qui est un peu les livrets, étudiants, livret A, etc., ça va être la banque. Ensuite, selon l'avancée de nos besoins et nos problématiques, on va aller peut-être voir la banque privée ou un conseiller en gestion de patrimoine comme moi. Justement, cette question de avec qui, elle est quasiment centrale parce que vous dites, il n'y a pas besoin d'avoir des milliers et des cents pour dire qu'on a un patrimoine, etc. Pour autant, si on sort dans une rue, là, on est au centre de Paris, donc on risque quand même de tomber sur des gens qui ont un petit peu de patrimoine. Je suis sûr que si on leur pose la question, si on prend 100 personnes là autour de la bourse et qu'on leur pose la question, avez-vous les moyens d'avoir un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine ? Je pense qu'on aura une majorité de gens qui nous diront « Non, je ne suis pas assez riche pour avoir droit à un conseiller en gestion de patrimoine. » Donc avec qui on discute pognon. Justement, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît. Vous savez que dans une autre vie, on a déjà abordé beaucoup ce sujet. Moi, je fais partie des gens je suis conseiller en gestion de patrimoine avec tout ce que ça implique. Conseiller en investissement financier, intermédiaire en opération de bourse, intermédiaire en assurance vie, la carte de transaction immobilière, ça demande beaucoup de choses. Donc évidemment, un conseil en gestion de patrimoine, ça coûte cher, y compris pour le conseiller.
Maintenant, moi, j'ai, il y a 15 ans, décidé d'utiliser des outils digital, l'IT, pour démocratiser le conseil en gestion de patrimoine. Les banques s'y sont mises, les assurances s'y sont mises. Donc aujourd'hui, la réponse, elle est simple. Vous n'avez pas, selon moi, besoin d'un minimum pour avoir accès à un bon conseil. Je vais le dire comme ça. C'est pas démago de dire ça, Cédric. C'est que vous n'avez pas besoin, fondamentalement, d'avoir 200 000 euros à placer et un patrimoine de 2 millions pour avoir accès à quelqu'un. Attention, c'est vos problématiques. C'est pas avec qui, c'est qui vous êtes qui va faire votre besoin. Parce que vous avez des gens qui ont des très gros moyens et des patrimoines importants à placer, mais d'une simplicité absolue où finalement l'offre bancaire ou l'offre Internet va être largement suffisante pour qu'ils fassent dans leur coin. En revanche, dès que vous rentrez dans la personne morale, le chef d'entreprise, la profession libérale, etc., forcément, vous avez là besoin où les de gens problématiques se spécifient. un peu plus adaptés. Et puis là, pour le coup, je vais défendre un peu ma paroisse. On sait que dès qu'on atteint la gestion de patrimoine ou la gestion privée, quand on choisit finalement un indépendant, il sera peut-être un peu plus disponible aussi. Donc, selon votre profil à vous d'investisseur, votre besoin de temps libre, parce que vous êtes chef d'entreprise, vous voyagez beaucoup, c'est là que la différence se fera entre les heures d'ouverture des établissements classiques, suivez mon regard, et finalement les conseillers en gestion de patrimoine qui ont tendance à être disponibles. Bon, on s'est déjà dit pas mal de choses. Est-ce qu'on peut identifier, Stéphane Van Nuffel, quelques bons réflexes qu'il faut qu'aujourd'hui, un épargnant qui nous écouterait, qui se dirait, bon, bah, jusqu'à présent, je ne m'étais pas vraiment considéré comme un client patrimonial, on va dire, quelques bons réflexes qu'un épargnant doit avoir aujourd'hui, des choses qu'il doit mettre en place, des réflexions qu'il doit se faire, des pensées qu'il doit suivre. La réponse est dans votre question, Cédric, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où un épargnant, qu'il ait 25 ans, 45 ou 65, commence à se poser des questions et n'a pas naturellement ni des supports, un tableau Excel par exemple, ou en tête, une vision photographique précise de son patrimoine, de là où il va et de ses objectifs, il doit faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine qui soit à l'intérieur de sa banque, parce qu'il y a des conseillers patrimoniaux dans sa banque, ou des indépendants, comme chez Net Investissement par exemple, et mes confrères. Pourquoi ? Parce que ça commence par ça. Je fais souvent ce rapprochement avec la médecine. C'est comme si vous avez envie de vous soigner, vous sentez que vous avez une pathologie naissante, mais que vous ne passez pas par finalement le diagnostic. Donc aucune prescription, aucun médicament ne peut valoir le coup, y compris aujourd'hui avec des médecins sur Internet qui vous donnent plein de conseils dans tous les sens, si vous ne passez pas par la case de vous faire Donc ausculter. le CGP, c'est un peu le médecin de famille, le médecin généraliste qui va, c'est un peu ça. le chef d'orchestre qui va ensuite Exactement. dire on va aller voir un notaire, on va aller voir... Voilà. Et dans le CGP, j'en profite pour préciser, vous avez la possibilité d'avoir un CGP médecin de famille qui ne fera que vous donner la prescription du médicament et qui facturera à ce moment-là des honoraires comme un médecin. Et puis vous avez le CGP, et Net Investissement en fait plutôt partie, qui est plutôt pharmacien et qui lui est capable de vous faire un diagnostic souvent digitalisé et vous apporter le médicament. Et évidemment, il faut éviter d'avoir quelqu'un qui est médecin, pharmacien et laboratoire pharmaceutique, parce que là on peut avoir une notion d'indépendance, mais c'est un autre sujet. Mais c'est important quand même que les gens aient conscience que c'est avant tout qui ils sont qui fait leurs besoins et non pas qu'ils ont en face. Ça change finalement le paradigme qu'on connaît avec les établissements bancaires, assurances dont ils ont l'habitude. Quelques bons conseils. Merci Stéphane Van Nuffel, Net Investissement. Et donc pour prendre le pouls de tout ce qu'il faut avoir en tête pour gérer au mieux son patrimoine, y compris quand on n'a que quelques euros peut-être au départ d'une vie financière. Merci Stéphane d'être venu dans le cœur de patrimoine donc pour Net Investissement. À bientôt. À bientôt. Et on s'intéresse maintenant au marché dans le cœur de patrimoine parce que l'investissement action, la grande compréhension des mécanismes macroéconomiques, c'est aussi important quand on décide de s'intéresser à son patrimoine. Et pour en parler, Régis Béguet est avec nous. Bonjour Régis. Bonjour Cédric. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur Radio Patrimoine. Nouvelle vie pour moi, nouvelle vie pour vous aussi. Absolument. Puisque vous êtes maintenant partenaire de Zadig Asset Management et je suis ravi de vous accueillir sur Radio Patrimoine. Alors, on va s'intéresser au marché et plus singulièrement, parce que cette période, encore qu'on a l'impression que ça fait des années que c'est d'actualité, les banques centrales mènent encore la danse et il semble que l'ordre des choses veuille s'inverser. Traditionnellement, ce sont les Américains, la Fed qui tire les premiers et la BCE qui, bon an mal an, suit. On a l'impression que cette fois, ça va peut-être être l'inverse. Quel est votre sentiment ?
Alors c'est effectivement ce que François Villeroy de Galhau a confirmé ce week-end, ou a confirmé, enfin du moins a laissé entendre, parce que la décision n'est pas prise, mais que la BCE donc procéderait à la première baisse des taux au mois de juin, alors que la Fed, elle, qui fait face ou en tout cas bénéficie, ça dépend comment on voit les choses, mais enfin d'une dynamique économique qui reste très forte aux États-Unis, très favorable, avec une inflation qui avait semblé ralentir aux États-Unis et puis qui, sur les derniers chiffres, reste ferme. Le dernier chiffre mensuel, c'est 0,4%. Si on multiplie 0,4 par 12, on arrive quand même à près de 5%. On est très très loin de l'objectif des 2%. Alors en Europe, on n'y est pas encore non plus, mais on s'en est rapproché beaucoup plus vite. Et donc, la BCE s'apprêterait à baisser les taux avant la Fed, ce qui serait plus que quelque chose d'exceptionnel. Ce serait un événement, puisque ça n'est jamais arrivé. Ça prendrait le lead, quoi. Voilà, ce n'est jamais arrivé dans les 25 ans d'histoire de la BCE qu'elle devance la Fed sur une baisse des taux. Ce serait une très très grande première, avec évidemment le risque que les effets devises soient très importants. De toute façon, les deux banques centrales ne peuvent que se suivre à assez court terme, parce que, à assez courte échéance, j'entends, parce que l'effet, sinon, sur la parité euro-dollar est tel qu'il est néfaste des deux côtés. C'est-à-dire que si vous avez un dollar qui monte très fortement, évidemment, ça limite la compétitivité des entreprises américaines. Les entreprises américaines vont pas être contentes. Mais réciproquement, en Europe, la hausse du dollar, ça vous fait de l'inflation importée. Ouais, alors l'inflation importée, c'est pas forcément le déclenchement d'un mécanisme inflationniste, mais en revanche, ça peut être très pénible pour le pouvoir d'achat, et donc ça peut causer beaucoup de troubles. Donc les variations de devises sont toujours un petit peu délicates, d'autant que, pardon pour cette longue réponse, d'autant que sur la parité des pouvoirs d'achat, on est encore loin. C'est-à-dire que le dollar, il est à 1,06 aujourd'hui. La parité des pouvoirs d'achat, elle se situe plutôt vers 1,30. Donc si le dollar venait à se renforcer encore sur ces niveaux, ça deviendrait quand même difficile pour le consommateur européen. Alors, on a compris cette tentation, cette volonté de la Banque Centrale Européenne d'agir, et pour le moment, la tentation d'une temporisation encore de la part de la Fed. Malgré tout, il y a un double calendrier là, c'est-à-dire qu'il y a ce calendrier macroéconomique, mais aux États-Unis, il ne faut pas oublier notamment le calendrier politique. Tout le monde voit ce match Trump-Biden se dessiner, et on sait que traditionnellement, la Fed évite de venir troubler le jeu présidentiel électoral aux États-Unis. Ça veut dire que ce calendrier de la Fed, si elle ne part pas si tôt, il va être très contraint. Elle avait dit 4, elle n'en aura probablement que la place d'en passer 3. Oui, c'est ce qu'on dit. En même temps, la Réserve fédérale américaine, d'abord, elle est supposée être indépendante, et puis troubler le jeu de la politique, j'entends bien, mais en même temps, ne pas agir, c'est le troubler aussi. Qui est-ce qu'on favorise en baissant les taux alors qu'on aurait pu attendre, ou à l'inverse, en ne les baissant pas alors qu'il aurait fallu les baisser? On ne sait pas très bien. Donc, je n'adhère pas tellement à cette idée que le calendrier politique, alors évidemment, peut-être à une semaine des élections ou à 4 semaines des élections, c'est un petit peu compliqué d'intervenir. Mais dans la durée, je ne crois pas que le calendrier politique perturbe véritablement les décisions de la Fed, qui doivent se baser évidemment sur un environnement géopolitique. Rappelons-nous que à l'occasion du 11 septembre 2001, la Fed avait effectivement baissé ses taux pour essayer de relancer les liquidités. Ça, c'était un événement géopolitique exogène qu'elle a bien pris en compte dans sa décision. Maintenant, une élection classique américaine, je ne pense pas que la Fed puisse modifier ses décisions en fonction de cela. Et très franchement, au vu des derniers chiffres que nous avons eus, à la fois sur le plan de la dynamique économique et à la fois sur le plan de l'inflation, je n'imagine pas la Fed baisser ses taux dans un délai très court.
Il y a d'autres politiques qui lorgnent cette baisse de taux, notamment les nôtres, et notamment Bruno Le Maire, qui a dit tout le bien qu'il attendait de cette baisse de taux. Et il nous a dit cette baisse de taux d'intérêt devrait insuffler un regain de croissance dès la fin de cette année, puis l'an prochain. Faut y croire, ce sera vraiment suffisant de voir les taux voler au secours de cette économie. C'est vraiment une assez drôle d'idée. On a vécu pendant des années en taux non seulement réels négatifs en Europe, mais même en taux nominaux négatifs en Europe. Les taux courts, les taux longs, ça a posé beaucoup de difficultés. Ça a posé beaucoup de difficultés aux institutions financières, aux banques en particulier. Ça a plutôt freiner l'octroi de crédit parce que les marges n'étaient plus là, parce que plus les taux sont bas et plus les banques sont frileuses à octroyer du crédit parce que forcément les marges sont plus faibles sur un crédit avec des taux très très bas que sur un crédit avec des taux plus élevés. Et par conséquent, cette idée que une baisse de 25-50 points de base de la part de la Banque Centrale Européenne aurait un effet dynamisant sur la croissance, j'ai quand même vraiment beaucoup de mal à me l'imaginer. Oui. Bon, et les marchés, eux, nos marchés européens, notamment si la BCE tire la première, ça va leur faire du bien parce qu'on voit le CAC qui se prend à rêver des 9000 points. Enfin, Alors, à l'inverse, logiquement, ça devrait être assez favorable, effectivement, au marché américain, à la fois, au marché européen, pardonnez-moi, à la fois, effectivement, par l'effet devise, et puis parce que ça devrait attirer les investisseurs européens vers des actifs un peu plus risqués. Mais il y a beaucoup d'éléments qui contredisent ce point-là également. Le premier, c'est que les investisseurs qui sont les plus occupés à investir sur le marché européen, ça reste les investisseurs américains et non pas les investisseurs européens. Donc finalement, la hausse ou la baisse des marchés, elle dépend beaucoup plus de leur politique des banques centrales que de la nôtre. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a vécu depuis 1 an et demi dans une situation un peu étrange où on a eu à la fois des taux qui sont restés élevés, voire depuis le début de l'année qui ont remonté, ayant en tête que les taux longs, depuis le début de l'année, ont pris, selon les régions, entre 30 et 50 points de base, et que les marchés actions ont monté pendant que les taux montaient. Oui. Alors, parce qu'il y a eu effectivement des éléments favorables, par ailleurs, les prix de l'énergie, une dynamique économique qui est restée forte, mondiale, peut-être une reprise de la Chine qu'on va poindre, etc. Mais en tout cas, les marchés n'ont pas été freinés véritablement, et d'ailleurs ils sont plus ou moins au plus haut, par la hausse des taux qu'on a eu depuis 2 ans. Et donc réciproquement, il n'y a pas forcément beaucoup lieu d'espérer qu'une baisse des taux aurait un effet dynamique sur les marchés actions. Régis Béguet, on parle les marchés, on dit ils sont au plus haut. Ouais, mais pas tous. Et pas toutes les actions. Absolument. Et on a singulièrement les mid and small, les petites et moyennes capitalisations, qui parfois font la course de dingue, que tout le monde regarde, que tout le monde adore. Et puis là, ça fait un moment qu'on voit leurs capis qui sont pas à la hauteur, qui sont pas aussi riches, entre guillemets, que les large cap, grande capitalisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, cette classe, elle est maltraitée, mal aimée, ou qu'au contraire, elle pourrait faire un rattrapage et que si on se pose des questions sur ou autour des 9000, on pourrait peut-être s'intéresser aux petites et moyennes capis. Je dirais les deux, c'est-à-dire que premièrement, elles sont mal aimées, et deuxièmement, c'est la raison pour laquelle elles pourraient faire un rattrapage. Elles sont mal aimées pour plusieurs raisons. Parce qu'on dit petite valeur, mais souvent ce sont des leaders mondiaux. Bien sûr, petite valeur et moyenne valeur. On le voit au sein même des indices, on le voit au sein des indices américains, la concentration sur les 7 magnifiques, qui n'ont été que 5 cette année, mais enfin on voit une concentration sur les très très grandes, sur ce qu'on appelle les méga caps. On voit cette concentration en Europe aussi, avec ASML, Novo Nordisk, notamment en Europe, mais même au sein du CAC 40, une concentration sur les très très grandes valeurs, et un certain oubli, certaines petites et moyennes valeurs, ont été délaissées par le marché. À telle enseigne que la prime sur les moyennes capitalisations est aujourd'hui au plus bas depuis 15 ans, depuis même 17 ans, à vrai dire, depuis 2007, juste avant la crise de 2008. Cette prime, elle est en moyenne de 20% en PE ou en multiple, et aujourd'hui, elle est de 0%. C'est
très très rare historiquement qu'il n'y ait pas de prime sur les petites entreprises. Je pense qu'un des facteurs qui a réduit cette prime, qui a contribué au fait que les petites et moyennes entreprises soient un peu délaissées par les marchés, c'est aussi l'analyse dite ESG, qui a effectivement mieux valorisé, été mieux appréhendé par les très grandes entreprises qui ont des moyens de répondre et d'agir aussi qu'une PME qui effectivement est peut-être plus économe sur certaines dépenses et puis a peut-être moins les moyens de répondre à ces grands enjeux. Aujourd'hui, je pense que ce phénomène-là peut s'atténuer et donc très certainement on est dans une phase où les petites et moyennes capitalisations pourraient connaître un rattrapage. Ça vaut le coup d'aller les regarder, de regarder un peu à quoi je pense que ces indices dont on parle moins. On trouve beaucoup CSBF quelque chose. Absolument, on trouve beaucoup de valeurs très intéressantes à des multiples très bas. Merci beaucoup Régis. Merci à vous. Régis Béguet donc et Zadig Asset Management. Merci d'être venu dans Cœur de Patrimoine. Merci à vous. On continue à parcourir ce monde de la gestion de patrimoine et on va s'intéresser à la campagne de déclaration des revenus 2023 pour les impôts 2024. Taline Melconian, bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être avec nous, responsable de l'ingénierie patrimoniale de Degroof Petercam. Ça fait quasiment une semaine, c'était jeudi dernier, que s'est ouverte cette période de déclaration. On rappelle juste les échéances, le calendrier, comme chaque année, il faut regarder son département, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc, on a tous eu la chance de recevoir ce petit mail parce que les impôts ne vous oublient jamais, bien sûr. Donc, le service en ligne est désormais ouvert pour les résidents fiscaux français ainsi que les non-résidents fiscaux français. Pour les non-résidents fiscaux français, c'est facile. Il n'y a que la date du 23 mai à retenir. C'est la date limite de dépôt de déclaration. Et là, je rappelle juste que les non-résidents fiscaux français peuvent avoir des obligations fiscales en France, notamment si elles perçoivent des revenus de source française, par exemple des dividendes de source française versés par des sociétés françaises, ou si elles perçoivent des revenus fonciers afférents à des biens immobiliers. Et donc, l'IFI également, lorsqu'on est non-résident et qu'on a un patrimoine immobilier en France qui dépasse 1,3 million d'euros, on le déclare également donc avant le 23 mai. Voilà, donc ça c'est pour les non-résidents et les autres, c'est c'est plus traditionnel. Donc il y a toujours cette date limite pour les personnes qui souhaitent continuer à déposer la déclaration papier. Rappelons que nos aînés ont encore souvent du mal avec les déclarations en ligne. Donc pour ces personnes-là, il y a toujours la possibilité de déposer en ligne. On ne reçoit plus depuis quelques années le formulaire papier. Il faut aller le chercher au centre des impôts. Et là, la date limite est au 21 mai. Pour les autres, pour toutes les personnes qui déclarent en ligne, on a des dates qui vont dépendre des départements. Donc, du département 0 au 19, la date est fixée au 23 mai. Du 20 au 54, c'est la date du 30 mai. Et au-delà de 54, donc notamment l'Île-de-France, c'est la date du 6 juin qui est retenue. On rappelle que toutes ces dates, c'est à minuit, pour se souvenir de l'ancien temps où on faisait la queue pour aller glisser la déclaration dans la boîte aux lettres des impôts. Comme chaque année, on regarde cette déclaration, les spécialistes, et cherchent un petit peu les nouveautés, les éventuels pièges, difficultés qu'on pourrait rencontrer. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveautés majeures à signaler ? Alors, c'est vraiment des petites modifications qui sont vraiment à la marge, rien de très méchant. C'est vrai que la fiscalité est quand même assez stable ces dernières années en France. Et on ne va pas s'en plaindre ? Non. Surtout pas. C'est vrai que c'était un engagement du gouvernement, de Macron, et il l'a tenu, cet engagement-là. Donc, les modifications sont vraiment très petites. Il y a un point d'attention. Lorsqu'on a des enfants majeurs qui sont rattachés au foyer fiscal, il faut désormais veiller à bien donner l'adresse où ils habitent s'ils n'habitent plus à la maison. Il y a un deuxième point qui est important, c'est de faire attention, puisqu'on ne peut plus ouvrir de plan épargne retraite, de PR pour les enfants mineurs, donc ne pas essayer de mettre la réduction, bien sûr. Et le dernier point concerne l'occupation des biens immobiliers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait déjà eu l'occasion peut-être de le mentionner. C'est que
lorsqu'on a des actifs immobiliers, on est obligé de déclarer l'occupation qui en est faite. Donc, soit c'est une résidence principale, soit c'est une résidence secondaire. C'est une nouveauté de l'année dernière qui est prorogée. Donc, hein. Et ça, il faut continuer désormais remplir pour chaque bien immobilier. Si on revient sur cette déclaration d'impôt, est-ce qu'il y a des oublis ou des erreurs que l'on observe régulièrement, on va dire, chez les contribuables et qui peuvent coûter cher si on tombe dans ce petit travers ou dans ce petit piège? Alors, s'il y en avait un que je devais retenir, c'est l'oubli des comptes ouverts à l'étranger. On n'imagine pas le nombre de personnes qui l'oublient. Donc, tout résident fiscal français a le droit, bien entendu... Ça, c'est pas illégal d'avoir un compte en Suisse, en Belgique... Vous pouvez même le mettre dans un état non coopératif. Vous pouvez même aller au-delà de la Suisse et de l'Europe. Vous avez le droit de détenir vos actifs financiers là où vous le souhaitez. Après, il faut le déclarer. Donc, non seulement il faut que vous déclariez les éventuels revenus que vous percevez au titre de ces comptes-là, les plus-values que vous pourriez réaliser à l'étranger, mais surtout, il faut déclarer chaque année sur un CERFA spécifique qui est le 3916. Il faut déclarer le compte, c'est-à-dire que vous dites, je dis n'importe quoi, j'ai ouvert un compte au Luxembourg auprès d'une banque qui s'appelle Cœur de Patrimoine. Et donc, je mets l'adresse de la banque, je mets le numéro de compte. Et ça, je fais ces déclarations. Moi, je conseille de le faire chaque année parce que normalement, le Code général nous dit qu'il faut déclarer lorsque l'année où c'est ouvert, utilisé ou clos. Alors, le mot utilisé, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, autant les déclarer chaque année. Ça veut dire chaque année, ça n'a pas changé. Et là, la facture est quand même assez lourde parce que compte non déclaré, c'est 1 500 € si vous êtes dans un État qui coopère avec la France et c'est 10 000 € par contre pour un État non coopératif. Et là où, moi, ça me laisse toujours perplexe, enfin, je trouve ça un peu dommage, c'est-à-dire que l'administration fiscale a la liste. Hein, donc, oui, mais elle ne nous le dit pas. Ah non, elle ne nous le dit pas. Et on va surtout dire un truc parce que ça peut intéresser certains parents. Les parents c'est que d'ados. si vos ados qui jouent sur des bitcoins, des Ethers et autres, souvent, pour ne pas dire à chaque fois, le détenteur de ce compte, en fait, le teneur de compte, il est étranger. Donc, voilà. Faites attention aux jeunes adultes rattachés au foyer fiscal, parce que rattaché au foyer fiscal, ça veut dire que c'est vous qui emportez donc l'obligation fiscale. Les comptes Revolut... N'hésitez pas à demander les blocs, à vos bambins tout à fait. Quelles sont les coordonnées du compte. Hein. Exactement, veillez bien à bien déclarer. Est-ce qu'il y a d'autres conseils à suivre en cette période de déclaration fiscale? Alors, oui, il y a d'autres conseils. Alors, sachez que là, si vous voulez, les dés sont jetés. Parce que là, on va déclarer quoi? On va déclarer les revenus réalisés sur 2023. Donc, clairement, on ne peut plus agir sur l'assiette. Mais il y a encore certains points sur lesquels il faut être attentif. Premier point, c'est tout ce qui concerne l'option pour la flat tax. C'est-à-dire que sur toute une catégorie de revenus d'actifs financiers, que ce soit les dividendes ou les plus-values, on peut exercer une option. On peut soit dire qu'on veut être à la flat tax étant donc de 30%, 17,2% de prélèvements sociaux, le solde étant de l'impôt sur le revenu, ou on peut décider d'être taxé au barème progressif de l'impôt sur le revenu. En règle générale, on va dire que pour la majorité des foyers, c'est plus intéressant d'être taxé à la flat tax. Mais certaines personnes peuvent néanmoins avoir un intérêt d'être taxé au barème progressif de l'impôt sur le revenu, notamment si on peut bénéficier d'un abattement. Donc ça, c'est un premier point. Toujours quand même petit calcul à faire. Et, voilà. Et c'est assez bien fait sur l'espace impôts.gouv parce qu'on peut faire le comparatif. Après, il y a d'autres points sur lequel il y a une société qui a fait des études et on se rend compte que ce sont des points que les contribuables oublient régulièrement. C'est quoi? Il s'agit notamment des CERFA pour dons. On se rend compte que 40% des dons effectués par des contribuables français ne sont pas reportés à l'administration fiscale. Donc on perd l'avantage fiscal. Oui, donc là on est vraiment philanthrope, mais c'est vrai qu'on peut être philanthrope et récupérer. On a fait le don, mais on n'y a pas eu d'intérêt. Bon, très bien. Pareil, on se rend compte que par fainéantise, j'imagine, ou je ne sais pas, on coche tous la case des frais professionnels, l'abattement pour frais professionnels. Eh bien, force est de constater que pour de nombreux contribuables, ça peut être plus intéressant d'aller sur les frais réels, mais on se dit qu'il faut garder les justificatifs et tout ça. Ça demande beaucoup plus de formalisme, voilà, d'être au réel, non? Donc, oui, tout à fait, ça demande un formalisme important, c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Pareil pour les frais de scolarité pour les enfants. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais vous avez vers la 4e page, moi je suis toujours sur le formulaire papier que je visualise, vous avez des cases que vous pouvez cocher qui concernent donc les enfants qui sont rattachés à votre foyer, qui sont encore mineurs ou majeurs, qui peuvent être donc scolarisés au collège, lycée ou études universitaires. Eh bien, le simple fait de cocher cette case selon la situation de vos enfants vous permet quand même une réduction d'impôt. Et là, c'est pareil, cette même société Klimb qui avait fait une étude avait constaté que 40% des parents l'oubliaient. Oui. Bon.
Et voilà, alors, c'est essentiellement ça, je pense, les points. Oui. Vous nous rappeliez au début de ce propos que ça portait sur 2023 et que donc la base, elle était déjà faite. Malgré tout, est-ce qu'il est encore temps de faire des dons Alors, comme je vous dis, en fait, là, la déclaration que vous allez faire, elle concerne tant l'impôt sur le revenu que l'IFI si vous y êtes soumis. Pour l'impôt sur le revenu, les dés sont jetés, c'est trop tard. D'accord. Donc, vous ne pouvez plus... Enfin, vous pouvez toujours faire des dons, bien sûr, mais ça jouera sur les revenus de 2024. D'accord. C'est-à-dire que si vous le faites pour l'impôt sur le revenu, là, aujourd'hui, eh bien, ça sera effectif dans un an quand vous déposerez la déclaration des revenus 2024. Cependant, si vous êtes soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, là, ça peut encore avoir un intérêt, et ce, jusqu'au jour de dépôt de la déclaration, de pouvoir réaliser un investissement ou un don qui donne droit donc à réduction d'impôt. Je rappelle que le don, on peut avoir une réduction de 75% du don effectué au regard de l'IFI. Donc ça peut toujours être très, très intéressant. Juste pour terminer, on doit donc déclarer. On doit donc dire tout ce qu'on a fait, ce qu'on a gagné. Bon, certains, ce qu'on possède, certains pourraient être tentés d'essayer de pas tout dire à Bercy, de tricher, bon, bref, de frauder. Quels sont les moyens dont dispose l'administration pour nous empêcher de frauder ? Déjà, je pense qu'il est utile de rappeler, et la majorité des contribuables ne le savent pas, la fraude fiscale, c'est une infraction pénale. Pénale veut dire, certes, amende, mais ça veut dire que ça peut être également une sanction. On peut faire de la prison pour une fraude fiscale. Donc, il ne faut pas l'oublier que c'est vraiment une infraction. Ce n'est pas anodin. Alors aussi, il faut savoir que l'administration fiscale fait quand même la part des choses. Voilà, si vous avez oublié de déclarer un compte à l'étranger, mais qu'à côté, on voit bien que c'était vraiment un oubli de bonne foi, parce que vous avez, par exemple, il y a 2 ans, déclaré des revenus, mais cette année, vous avez oublié de déclarer sur la fameuse 3916. Là, on ne parle pas de fraude fiscale. Là, on parle tout simplement d'un oubli. Donc là, vous allez avoir votre amende et tout va bien se passer. Après, il y a autre chose. Avant d'arriver à la fraude fiscale, c'est que vous avez quand même le choix de choisir le chemin le moins taxé. C'est-à-dire que la fraude fiscale, ça veut dire qu'il y a vraiment une intention délibérée. C'est pas, j'ai pas fait exprès, je me suis trompé de case, mais voilà, c'est vraiment la fraude fiscale. Alors ça, c'est déjà rappelons-le, c'est une infraction. Et de 2, rappelons aussi qu'on parle d'environ 100 milliards d'euros par an qui échappent au trésor public. Et encore, on ne sait pas si ce montant est exact, parce que le gouvernement a ouvert une commission pour pouvoir le chiffrer de façon exacte. Oui. L'administration fiscale a beaucoup de moyens aujourd'hui. L'informatique, on le disait tout à l'heure pour les comptes ouverts à l'étranger, au fait, ils regroupent des fichiers. Ils peuvent maintenant créer des comptes Instagram, Facebook. Oui, ils regardent nos réseaux pour savoir un petit peu. Voilà, rappelez-vous ce qui s'est passé avec les piscines. Ils ont pris des photos aériennes disponibles sur Google Maps. Ils ont pris leurs fichiers des taxes d'habitation, de taxes foncières. Ils ont regroupé, ils ont attrapé je ne sais pas combien de contribuables qui n'avaient jamais déclaré leur piscine. Donc, ils commencent à... Donc, ils ont des moyens, y compris très modernes. Ils ont les droits, oui. Ouais. Merci beaucoup, Taline, d'être passée sur Radio Patrimoine pour Cœur de Patrimoine, Taline Melconian et de Grof Petercam. À très bientôt. À bientôt, Cédric. On s'intéresse maintenant aux questions plus immobilières, on va dire la pierre-papier. C'est aussi un actif que vous possédez, que vous êtes nombreux à posséder en France. Et pour en parler, on reçoit Jonathan Diver. Bonjour Jonathan. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous pour Meilleur SCPI. On a beaucoup entendu parler des SCPI ces derniers temps. Il y a des questions de prix de part, de baisse, etc. C'est quoi la tendance en ce moment de ces SCPI, de ce marché ? C'est vrai qu'on a beaucoup entendu de choses très négatives. C'est important de rappeler déjà qu'il y a 4 millions de Français qui détiennent de l'épargne immobilière, des SCPI. C'est que, bien évidemment, la SCPI est le produit d'épargne, pour moi, le plus transparent du marché. Et je compare tout l'ensemble des produits. Et c'est vrai que l'année dernière, l'année 2023, a été marquée par quelques baisses de prix de part, une vingtaine sur la centaine de SCPI. Oui, c'est ça, parce qu'on en a beaucoup parlé, parce que ça a défrayé la chronique et qu'on n'était pas habitué. Mais la part de celles qui, entre guillemets, ont souffert, c'est l'écume.
Alors, c'est un peu plus que les cubes, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas le marché, c'est pas un marché, c'est des marchés. Il y a des SCPI qui ont même augmenté leur prix de part en 2023. En 2024, il y en aura aussi qui augmenteront leur prix de part. Donc, comme quoi, c'est possible dans un contexte chahuté de savoir faire peut-être un peu mieux que le marché. Et quelque part, ce marché avec des SCPI qui ont baissé leur prix de part, des SCPI qui l'ont maintenu, d'autres qui l'ont augmenté. On voit quelque part qu'il y a un marché à plusieurs vitesses. Et que les SCPI, aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'être dans une dynamique de SCPI qui collectent. Celles qui collectent, elles vont saisir les bonnes opportunités. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faut trouver la SCPI qui convient à sa stratégie patrimoniale au moment où opportun et ensuite suivre son cap, c'est ça ? Oui, c'est important. Alors, suivre son cap, je pense que c'est extrêmement important. Quand on investit en immobilier, en tout cas en immobilier non coté, donc sur des parts de SCPI, on n'est pas dans une logique d'aller-retour dans la semaine. Vous êtes dans un horizon... Oui, c'est de l'investissement, c'est du temps long quand même. Oui, c'est du temps long. Durée de détention moyenne, 22,5 années sur les SCPI. Donc, on voit bien qu'on est vraiment sur une durée de placement qui est importante. Une fois qu'on a ça en tête, on sait que la SCPI, ça va vous permettre de vous générer des revenus complémentaires assez facilement. Aujourd'hui, on est sur des SCPI qui vont distribuer entre 5 et 7% par an. Donc, c'est une performance qui est tout à fait intéressante parce que si on comparait à l'immobilier direct, je suis convaincu que les épargnants, s'ils faisaient le calcul net in the pocket de ce qu'ils ont sur leur immobilier direct, sur le studio qu'ils louent, etc., ils seraient plutôt sur une rentabilité à 2%. Aujourd'hui, on est dans un moment particulier. Après cette grande envolée des taux, on commence à parler de baisse de taux. On sait que la Banque Centrale Européenne, notamment, a un peu le doigt sur la gâchette. Est-ce que cette situation économique, elle est de nature, finalement, à influencer ce marché des SCPI ? Alors, cette situation, elle est surtout de nature à influencer le comportement de l'investisseur, à le refroidir. Je pense que dans ce moment-là, c'est justement des momentum qui sont particulièrement intéressants. Pourquoi ? Parce que la SCPI est un equity player. Alors, désolé d'utiliser ce jargon. Le mot de bon français. Voilà, ce mot de bon français. Un investisseur cash comptant. Donc, ça veut dire quoi, un investisseur cash comptant ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un gérant de SCPI, quand il va collecter de l'argent, qu'il va investir, il va proposer un prix d'achat à un vendeur d'un actif immobilier. Eh bien, il va lui proposer une offre sans condition suspensive de financement. Ça veut dire qu'il est capable d'acheter sans faire appel au crédit. Et dans un momentum particulier où les taux de crédit ont augmenté de façon significative, vous comprenez que quelque part, vous êtes sur la plage tout seul. Vous êtes en train de faire votre marché et d'imposer vos conditions. Et on entend souvent que c'est très bien d'avoir des taux bas, mais en fait, les taux bas, ils font que les valeurs sont chères. Quand dans les années 80, on avait des taux qui étaient très hauts, la valeur des actifs était moins importante. Donc, dans ces momentum particuliers, je pense que c'est très important d'avoir des SCPI qui collectent et qui acquièrent dans de très bonnes conditions. Et on voit, on a des SCPI qui ont acheté à plus de 7,5% l'année dernière, une trentaine d'acquisitions l'année dernière. Donc, ça veut dire que dans un moment où il y a un flottement, pour pas dire forcément des incertitudes, mais voilà, quand il y a des questions, c'est peut-être le moment justement où il faut opter pour les SCPI. Moi, j'en suis particulièrement convaincu. Alors, on peut... désolé, on est encore dans l'anglicisme. Il y a deux grandes stratégies. Soit on fait du dollar cost average. Donc, ça veut dire quoi ? C'est que je moyenne mon prix d'acquisition. J'achète de manière régulière. Je mets en place des versements programmés. Les SCPI le proposent. Ou alors, je fais du lump sum investing. Donc, ça veut dire que je mets tout à un moment donné, à un instant T. Tout sur le rouge. Voilà. Donc, bon... Il faut peut-être être un peu entre les deux, comme toujours. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que le momentum est là. Et la baisse des taux qu'on sent venir, et la BCE vient de l'annoncer il y a quelques jours, eh bien, elle va avoir pour un impact que les investisseurs en immobilier vont retrouver de la marge. Et s'ils retrouvent de la marge, ils sont capables d'acheter un peu plus cher. Dans les questions de baisse de prix de part, etc., il y a aussi eu la question des vieilles SCPI, des jeunes SCPI, des SCPI très spécialisés ou au contraire très diversifiés. Vous avez un sentiment là-dessus de se dire il faut acheter une vieille parce que là elle embarque tout un savoir-faire, toute une performance, etc. Ou au contraire des jeunes hyper agiles. Enfin voilà.
Alors, les deux, mon capitaine, bon, c'est facile de répondre ça, bien évidemment, mais on va être un petit peu plus précis. Alors, les jeunes, parce que forcément, elles embarquent moins de stock, donc elles sont dans le nouveau monde de l'immobilier, le monde de l'immobilier du télétravail, le monde de l'immobilier d'un nouveau commerce, de nouvelle logistique, etc., etc. Donc ça, c'est une évidence. Mais pour les anciennes, je pense qu'il faut être un petit peu plus, un peu moins rapide dans ces explications. C'est-à-dire que forcément, une SCPI ancienne, comme vous l'indiquiez, elle a un historique, elle a une expertise, elle a des actifs qui sont très bien localisés. Parce que, rappelons-le, l'immobilier, c'est un temps lent et long. Enfin, il faut des capacités pour ausculter une SCPI qui a un gros patron. Enfin, comment on fait pour finalement évaluer, sélectionner une SCPI? Je sais que c'est votre taf, donc je peux vous poser la question quand même. Oui, je pense qu'en tout cas, sur les SCPI, si on regarde des SCPI qui sont de taille très significative, si elles sont dans une dynamique de collecte importante, eh bien, elles vont être en mesure de saisir des actifs avec des volumes importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'actif de bureau qui représente une valeur de plus de 50 millions d'euros aujourd'hui, eh bien, il y a très peu d'acteurs qui sont capables de se positionner. Et les acteurs qui vont être capables de se positionner qui ont été depuis quelques mois capables de se positionner et qui vont encore, dans les prochaines semaines, être capables de se positionner, eh bien, ils vont saisir des prix extrêmement intéressants. On peut parler du gérant Sofidy, on peut parler de Quorum, on peut parler de différents acteurs qui sont capables de se positionner parce que 50 millions sur la valeur de 2-3 milliards d'euros d'un fonds immobilier, c'est pas beaucoup. Oui, bien sûr. Et dans le momentum actuel, une SCPI qui est jeune, elle va pas être capable de se positionner. Donc vous voyez, quelque part, c'est jeune et moins jeune. Qu'est-ce qu'il faut avoir aussi en tête quand on décide de choisir une SCPI? Est-ce qu'il y a quelques options, quelques nouveautés, quelques trucs qu'il faut avoir en tête? Je pense qu'on est dans un monde où de plus en plus les épargnants ils veulent avoir de la simplicité dans leur façon d'acquérir, quel que ce soit des parts de SCPI, des actions. On voit même de l'immobilier fractionné. Les actions, elles sont fractionnées avec les ETF proposés par certains opérateurs, etc. etc. En SCPI, moi, je suis convaincu qu'une SCPI, elle doit vous permettre d'investir à partir de 50 € par mois, de réinvestir vos dividendes, d'investir en nue propriété de parts de SCPI, de pourquoi pas investir à travers l'assurance vie. Donc, toutes ces options, c'est des options qui, en particulier sur le réinvestissement des dividendes et versements programmés, qui améliorent la liquidité d'un fonds immobilier. Et on a beaucoup entendu parler de problématiques de liquidité. Et quand vous avez une SCPI avec des milliers d'épargnants qui mettent 50 € par mois, qui réinvestissent leurs dividendes, qui construisent leur patrimoine au quotidien, eh bien, pour moi, je pense que c'est une bonne logique, c'est une bonne SCPI et on voit que cette dynamique est en train de grossir de façon importante. Et elles le font toutes ou il y a des spécialistes qui ont opté pour ça depuis longtemps Le premier acteur à l'avoir proposé, c'est Quorum l'Épargne. Et puis on a d'autres acteurs qui le permettent. Je peux citer quelques noms comme Iroko, Activimo, Comet, Epsilon 360, Crystal Rent, Crystal Life. Certainement, j'en oublie. Mais ça permet à l'épargnant qui a envie de bâtir sa première pierre en SCPI, d'investir, pourquoi pas, dans une SCPI diversifiée, mettre 50 € par mois, réinvestir ses dividendes et finalement être dans une logique très prudente et très long terme. Et rappelons-le, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'effet de levier du crédit. L'effet de levier le plus important dans le patrimoine, c'est l'épargne mensuelle. Chaque mois, je mets de l'argent de côté. Et c'est valable pour les SCPI, comme pour les actions, comme pour tout. S'il y a une chose qu'on doit retenir dans l'épargne et dans la constitution de son patrimoine, c'est la seule chose, c'est je place chaque mois. L'épargne sur abonnement, finalement. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan, d'être passé nous voir. Merci, Meilleur Cédric. SCPI dans Cœur de Patrimoine sur Radio Patrimoine. Et on file à Genève pour terminer Cœur de Patrimoine. C'est Jean-François Hirschel qui est en duplex avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous. Vous êtes le PDG de H Ideas et vous venez de publier l'édition 2024 d'un indice RIBI, R-I-B-I. De quoi parle-t-on? Déjà, c'est un acronyme. Enfin, je veux dire, ce sont des initiales.
Ce sont des initiales, c'est l'abréviation de Responsible Investment Brand Index. Et de quoi parle-t-on? Eh bien, on mesure ce que fait une société de gestion en termes d'investissement responsable se projette dans sa marque. Notre conviction sous-jacente en faisant ça, c'est que si une société de gestion est sincèrement impliquée dans l'investissement responsable, que c'est central pour elle, alors elle va mettre ça au cœur de son identité, et le cœur de son identité, c'est sa marque. Alors, à qui ça s'adresse, ce RIBI, entre guillemets? Quel est le public? Ce sont des épargnants? Ça permet justement de savoir si on s'est un peu fait avoir ou verdi par une société peu scrupuleuse. Enfin voilà, qui est votre public? Alors, il y a deux types de publics. Il y a d'abord les gérants d'actifs eux-mêmes, parce que c'est pour eux un outil de benchmarking, c'est pour se comparer aux autres. Et c'est vrai que l'environnement est quand même complexe, avec beaucoup de choses qui bougent dans tous les sens. Donc, se benchmarker de façon objective et connaître ses points de force, et au contraire, les points sur lesquels on doit travailler, c'est un outil précieux en ce moment dans un environnement aussi fluctuant. Et puis l'autre public, c'est ceux qui utilisent justement ces sociétés de gestion, qui les sélectionnent, pour justement savoir comment elles se positionnent par rapport à d'autres. Par rapport à celles qu'on a en portefeuille ou celles qu'on souhaite Son avoir. banquier. Exactement. Alors, je vous titillais parce que c'est vrai que l'investissement socialement responsable, c'est un sujet qui a suscité pas mal de critiques, hein. Comment se comporte votre indice dans ce contexte? Alors, il y a effectivement beaucoup de critiques, beaucoup de choses qui bougent, et on le voit dans le monde entier. Alors, on voit beaucoup de différences d'un pays à un autre. C'est clair que, comme chaque année, l'Europe se positionne très en avance par rapport aux autres régions du monde. Et c'est vrai que les États-Unis se positionnent très en retard par rapport aux autres régions du monde, et encore plus en retard cette année que les années précédentes. Donc, on voit cette distinction géographique, mais on voit encore un petit peu plus au niveau individuel des sociétés de gestion. Clairement, cette année, il y a des choix qui ont été faits. Celles qui ont décidé de se renforcer encore et de clamer encore plus leurs convictions et leur identité sur l'investissement responsable. Celles qui ont décidé de faire un peu demi-tour et de se mettre en arrière par rapport à ça, et on en trouve aux États-Unis notamment. Et puis celles qui donnent l'impression d'hésiter, de ne pas savoir de quel côté elles veulent aller, de faire de l'ESG quand elles pensent qu'elles ont quelqu'un qui s'y intéresse en face d'elles. Ou inversement. Vous voulez dire que c'est encore possible aujourd'hui d'hésiter? Alors, c'est possible, c'est humain, c'est normal. Il y a beaucoup de changements, la réglementation s'est beaucoup accrue, il y a des annonces qui ont été faites sur des changements de réglementation. Donc, trouver son chemin, c'est complexe. Et il peut y avoir des périodes d'hésitation. Mais ça ne peut être que des périodes, et ça ne peut être que transitoire. Donc, il faut plutôt avoir effectivement au bout d'un moment des convictions. Il y a 13 000 sociétés de gestion dans le monde. Donc, les investisseurs, les clients de ces sociétés de gestion sont en attente non pas d'une société de gestion de plus, parce que finalement, ils ont un choix qui est considérable, mais de clarté sur la société de gestion qu'ils s'apprêtent à sélectionner ou qu'ils veulent sélectionner, de savoir ce en quoi elles croient et de savoir si ses objectifs, et puis peut-être plus que tout ses valeurs, sont alignés sur les siennes. Et c'est aussi à ça que sert votre RIBI, notamment? C'est à ça que sert notre RIBI. RIBI analyse 600 sociétés de gestion de par le monde. Ça fait maintenant 6 ans qu'on fait ça. Donc, on apporte une grande profondeur d'analyse, à la fois par l'étendue des sociétés de gestion qu'on analyse, le nombre, la géographie, et puis par le fait ça fait 6 ans qu'on fait ça, donc on voit aussi la progression et l'historique se développer. Mais on sait mesurer, j'ai envie de dire, une marque, parce que certaines sont des marques, finalement. Oui, vous posez la question. Des fois, nos clients nous disent, mais vous essayez de quantifier l'inquantifiable. Et effectivement, c'est ce qu'on fait, parce qu'effectivement, la marque, ça peut paraître comme subjectif. Mais c'est notre valeur ajoutée que de pouvoir quantifier cette marque et les comparer toutes sur des bases comparables, égalitaires,
et comparer des pommes et des pommes, pas des pommes et et des poires. On a donc une série de critères très précis qu'on regarde pour chacune des sociétés de gestion. Par exemple, un des critères clés, c'est est-ce que la société de gestion exprime une raison d'être ? Est-ce qu'elle explique pourquoi elle fait ce métier, ce qui l'anime profondément, pourquoi les employés se lèvent le matin pour aller travailler ? On a remarqué que, par exemple, 57% des sociétés de notre échantillon font ça. Et on regarde comment cette raison d'être s'exprime, quelle est la qualité de l'expression de ces raisons d'être. On a 5 critères. L'un d'entre eux, par exemple, c'est que nous considérons qu'une raison d'être de qualité doit activer le cerveau et le cœur. Donc, dit autrement, doit trouver une bonne balance entre faire appel à des critères rationnels et à des critères émotionnels. Vous avez rappelé tout à l'heure qu'il y avait 13 000 sociétés de gestion dans le monde. On va essayer de fondre sur nos sociétés de gestion. En France, on se positionne comment du coup ? Très bien. C'est un des meilleurs marchés dans RIBI. C'est un des marchés leaders. On a 3 marchés qui se distinguent pour être très en avance dans RIBI. C'est le Benelux, la France et puis, beaucoup plus loin, le Japon. Et c'est un phénomène assez constant dans les 6 éditions de RIBI. On donne quand même quelques noms ? Bah oui. Qui sont les meilleurs, les mieux classés ? Alors, les meilleures françaises, c'est Amundi, Ecofi, AXA Investment Manager, CPRAM, BNP Paribas AM, Groupama AM, la Banque Postale Asset Management, la Française, Mirova et Crédit Mutuel Asset Management. Ça, c'est les 10 meilleures sociétés de gestion françaises telles que analysées par RIBI. Ça veut dire qu'il y a des grandes maisons, mais pas que ? Il y a des grandes maisons, mais pas que. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit dans à peu près tous les marchés. C'est qu'on voit que parmi les meilleurs, il y a à la fois des grandes maisons et il y a à la fois des boutiques spécialisées. Et ça, c'est la preuve que l'investissement responsable et l'investissement responsable au cœur de l'identité et de la marque, c'est pas une question de moyens, c'est pas une question d'effectifs, c'est pas une question de budget. C'est avant tout une question de stratégie, de croyance et de conviction. Et l'avenir, du coup, il ressemble à quoi ? Sur l'investissement responsable, je suis, pour ma part, très convaincu que l'investissement responsable est là pour durer. On passe par une période qui est un petit peu complexe, où il y a beaucoup de mouvances. Et c'est normal, c'est un sujet qui a évolué très vite dans l'industrie de la gestion d'actifs. Il fut un temps où on se plaignait de ne pas avoir assez de données. Aujourd'hui, on se plaint d'en avoir trop et un petit peu toutes différentes. Donc, c'est normal de passer par un stade de maturation, mais il n'y a pas à hésiter dans une démographie telle que la nôtre dans les pays actuels, où de plus en plus la population va être faite de personnes à la retraite qui doivent toucher une retraite. La responsabilité sociétale de la gestion d'actifs, en plus d'investir les actifs durablement, c'est d'avoir une épargne qui est productive. Et donc l'investissement responsable et géré de façon responsable et performante, c'est un sujet de fond pour notre monde et pour notre société. Donc vous n'avez pas fini de faire un RIBI, quoi ? On n'a pas fini de faire un RIBI parce qu'on pense que dans un univers tel que celle-là, la confiance entre les sociétés de gestion d'actifs, leurs clients et les clients de leurs clients, c'est-à-dire les épargnants, c'est fondamental. Et donc nous, on apporte à notre modeste échelle un instrument objectif d'analyse et de comparaison qui permet de clarifier les choses dans cet univers très complexe et fait de nombreuses sociétés de gestion. Donc, à notre modeste échelle, on fait ça et c'est ce qui nous anime et c'est ce qui nous fait trouver l'énergie de le faire chaque année. Eh bien, merci Jean-François Hirschel d'être venu sur Radio Patrimoine en duplex depuis Genève, donc pour Cœur de Patrimoine et la présentation de cette édition 2024 de votre indice RIBI, R-I-B-I pour Responsible Investment Brand Index. Merci beaucoup d'avoir été en liaison avec nous et bonne fin de journée. Merci à vous, bonne fin de journée, au revoir. Voilà, c'est la fin de cette édition de Cœur de Patrimoine et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. D'ici là, gérez bien votre patrimoine.
Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.